taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaatu politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui a le plaisir de recevoir ce dimanche un journaliste chevronné qui connaît très bien l'espace footballistique africain, national et mondial. Aliou Golokou, c'est un plaisir de vous recevoir à Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci Bayoumar, c'est un immense honneur pour moi d'être aujourd'hui dans vos studios pour participer à cette émission, une émission que je suis depuis longtemps, plus jeune déjà. Oui. Et je disais que c'est à la limite un honneur que vous me faites aujourd'hui de passer sur Objection. Une des meilleures émissions radio du pays. Un journaliste chevronné, mais Aliou, vous avez longtemps et vous continuez à suivre le foot africain. Vous êtes dans les coulisses. Vous étiez également à Casa pour suivre la dernière Coupe d'Afrique. Le prétexte, vous le connaissez avec cette décision du jury d'appel de la CAF qui a décidé sur tapis vert de restituer la Coupe au Maroc. Une décision motivée par les articles 82 et 84. Aujourd'hui, sur la forme comme sur le fond, quelle appréciation faites-vous de cette situation? Alors, merci Omar. Il est par contre assez important à mon avis pour moi-même déjà et pour vous et également pour ceux qui nous écoutent de préciser que tout ce que je pourrais dire ici m'engage en tant que journaliste sportif sénégalais. Parce que je suis un collaborateur de la CAF, un prestataire de la CAF, et à ce titre, je ne peux pas parler au nom de la CAF, mais en tant qu'observateur du football africain, voire mondial, et en tant que journaliste qui suit de très près ces questions de gouvernance également dans le football, je peux émettre mes avis sur la question. Surtout qu'il s'agit également de mon pays, le Sénégal. Donc, j'ai cette légitimité, en toute modestie, pour parler de la question. Maintenant, sur votre question, effectivement, il y a beaucoup à dire sur déjà le timing, parce que la décision du jury d'appel intervient 2 mois après la finale, sur la teneur le verdict, j'allais dire, de ce jury d'appel et qui demande au Sénégal de restituer le trophée. Et donc, vous comprenez forcément que c'était une onde de choc au Sénégal et un peu partout en Afrique, pour ne pas dire dans le monde, parce que dans l'histoire du football africain, peut-être même du football mondial, il n'y a jamais eu un cas précédent de la sorte. Pour un tournoi aussi prestigieux, aussi réussi que la Coupe d'Afrique des Nations, on s'était tous inquiétés de ce qui pourrait être l'issue des événements qui sont passés le jour de la finale. On semblait avoir trouvé un compromis avec les premières sanctions tombées par le jury disciplinaire. Mais hélas, remettre tout ça en cause, alors que la réalité en football, et ça c'est très important, c'est une des règles fondamentales du sport. Le résultat qui est sur le terrain est celui qui prévaut toujours. Advienne que pourra. Et ça me permet de faire la transition sur les articles 82-83 qui, à mon avis, ne s'appliquent pas dans cette situation. Parce que ces articles-là interpellent des équipes qui ont totalement abandonné le jeu pendant la partie et qui sont partis. Effectivement, ils sont sanctionnables en ce moment d'une perte sur tapis vert, mais également de fortes amendes et éventuellement de cartons de sanctions. Alors donc, l'équipe du Sénégal n'a pas abandonné le jeu. Certes, il y a eu il y a eu une suspension du jeu parce qu'il y avait une contestation des joueurs du Sénégal sur une décision arbitrale qu'ils trouvaient injuste. Ils sont sortis, encore que tous les joueurs ne sont pas sortis. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, ils sont quand même revenus. On voit même sur les images les propres joueurs marocains demandant aux joueurs sénégalais de revenir pour reprendre la partie. Et tertio, il y a l'image de Sadio Mané qu'on voit appeler ses coéquipiers pour leur dire « Revenez sur le terrain, on va se battre comme des hommes. Allez, venez, on va jouer. »
Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Après 15 minutes de conciliabule, les joueurs sénégalais, y compris ceux qui étaient repartis au vestiaire, sont revenus sur le terrain et ils ont laissé même l'opportunité au Maroc de tirer son penalty. Les dieux du football ce soir-là étant sénégalais, le penalty a été raté, et l'arbitre a sifflé la fin du match et nous sommes partis aux prolongations. Et c'est à la suite des prolongations que le Sénégal a marqué le but victorieux. Et à la fin de ce match-là, à la fin du coup de sifflet final, tout le monde a reconnu que le Sénégal a gagné le match loyalement sur le terrain et qu'il y a eu une cérémonie protocolaire qui s'en est suivie avec la remise des médailles et la remise des trophées. Donc dans l'esprit des gens, le champion d'Afrique, c'est le Sénégal. Les émotions qui ont été transmises pendant cette finale sont celles qui confirment le Sénégal vainqueur de ce trophée-là. Parce qu'au-delà de tout, le football, c'est d'abord une question d'émotion. Et tout le monde a suivi, tout le monde a regardé. Et par-delà tout, c'est la meilleure équipe de la compétition qui a gagné le tournoi. Voilà. Et donc ça, c'était sur la forme. Sur le fond, également, il y a à dire, pour la bonne et simple raison, et ça c'est mon humble avis, je pense qu'on aurait dû inverser les commissions. Le jury d'appel aurait le jury disciplinaire, celui qui aurait dû être le jury d'appel, et le jury d'appel, celui du jury disciplinaire. Je ne manque pas de respect aux membres du jury d'appel, mais je pense qu'il y avait de meilleurs profils juridique du point de vue professionnel et en termes également d'années d'expérience au sein du jury disciplinaire que du jury d'appel. Et ça nous aurait probablement aidé à ne pas arriver à cette situation-là parce que c'est une situation d'imbroglio, c'est une situation qui à la limite porte le discrédit. Même la composition de ce jury d'appel de ce jury peut poser problème. Et non, mais au-delà de tout, c'est que c'est une décision qui porte le discrédit, un discrédit total sur la Confédération africaine de football, sur le football africain en général et sur ses principaux acteurs, notamment ses dirigeants. Et c'est là où c'est dommage. C'est dommage parce que ça peut avoir des conséquences assez fâcheuses pour l'image, même pour la capacité du football à se relever, parce que c'est un sacré coup de massue que toute la communauté du football africain a reçu. Et prendre une telle décision en dehors du contexte, apparemment, parce qu'on n'a pas fait allusion au contexte du match. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit, et j'ai entendu la partie sénégalaise dire qu'on ne les a même pas laissé la possibilité de plaidoyer ou de défendre leur position dans ce jury d'appel-là, et que c'est à leur grande surprise qu'ils ont eu cette information de la perte du match sur tapis vert et de l'obligation de restituer le trophée à l'équipe du Maroc. Mais je ne pense même pas que l'équipe du Maroc veuille accepter ce trophée-là parce que ce serait à la limite, ce serait pas de beau champion. La réaction de la Fédération marocaine de football qui dit prendre acte de cette décision. Oui, elle est dans son bon droit parce qu'elle communique, elle ne peut pas poursuivre le combat juridique jusque-là et au dernier moment dire qu'elle n'en veut pas. Mais elle ne ferait pas un beau champion. Si la fédération marocaine ne peut pas être fière de brandir ce trophée-là, parce qu'un trophée, on l'acquiert sur le terrain, pas dans le bureau. Et c'est ça, c'est un principe premier de la compétition sportive. Et c'est en cela que la loi numéro 5 de loi du jeu sur le football de l'IFAB donne raison au Sénégal. Et j'ai suivi M. Raymond Hack, qui est un ancien membre président du jury d'appel de la Confédération africaine de football, qui dit clairement que l'arbitre, le résultat entériné par l'arbitre est celui qui fait foi dans tout arbitrage. Et donc le match, il a été joué, il est allé à sa fin, le Maroc a pris le temps de tirer son penalty, ils ont joué les prolongations, ils ont perdu sur le terrain. Au coup de sifflet final, le Sénégal a été déclaré vainqueur et jusqu'à preuve du contraire, personne ne peut prouver ce contraire. Et le rapport de l'arbitre a bien acté. Donc, et c'est le rapport qui fait foi. Et c'est pour cela que... il n'y a pas possibilité de toucher à ce rapport. Il n'y a pas touché à ce rapport, mais au-delà de tout, et c'est là où désormais moi je tiens ma sérénité, parce que c'est vrai que sous le coup j'étais tout groggy, comme tous les Sénégalais, tous les Africains. Mais au lendemain, je me suis dit, mais en réalité, on va juste se référer au texte. Et si on se réfère au texte, et il y a des jurisprudences qui sont là, des cas de jurisprudence de la même situation qui sont là et sur lesquels tous les résultats acquis sur le terrain ont été ceux qui ont été entérinés. Donc je pense que les Sénégalais n'ont pas à s'inquiéter. Les Sénégalais doivent savoir raison garder dans cette situation, doivent rester sereins
et continuer le combat. Il faut évidemment, c'est ce que je dis, et continuer le combat. Et c'est en cela également que j'ai beaucoup apprécié le communiqué du gouvernement du Sénégal. Ah, mais justement, pour une fois, pour soupçon de corruption. Oui, ils appellent désormais. Oui, mais comment cette enquête va être menée selon vous? C'est la bonne question, parce qu'ils appellent à l'ouverture d'une enquête internationale pour soupçon de corruption au sein de ce jury d'appel de la CAF. Alors, rappelons-nous que je pense que ceux qui ont rédigé ce communiqué ou ceux qui ont pensé à demander cette enquête internationale ont certainement eu une pensée par rapport à ce qui était passé à la FIFA, le FIFA Gate, quand Sepp Blatter et tous ces jeux sont tombés, c'était par la justice américaine. Donc aujourd'hui, si le Sénégal... Vous pouvez rappeler quand même cet à l'époque, épisode. Il y avait eu en pleine réunion du comité exécutif de la FIFA en Suisse, ils avaient interpellé 5 membres du comité exécutif de la FIFA au nom de c'était la justice américaine qui l'avait fait à l'époque, parce que les transactions avaient été faites en dollars et tout ça. Et aujourd'hui, que le Sénégal demande cela, c'est sans doute ils ont une pensée pour cette situation-là. On peut arriver à ce cas-là. S'il y a un pays assez souverain, que fût-il africain, européen ou américain, qui a cette compétence peut-être universelle au-delà pour ouvrir cette enquête, ça peut aboutir. Mais je ne vois pas les instances du football le faire tout simplement parce qu'ils demandent une dissociation entre le politique et le sportif. Par exemple, les règles de la FIFA interdisent les immersions politiques dans leurs affaires. L'interférence politique sur le champ politique. Mais c'est à l'État du Sénégal de voir comment... du point de vue diplomatique, s'ils veulent aller jusqu'au bout de cette demande d'enquête, comment se donner les moyens de le faire. Et sur un autre point de vue, en termes de réaction, ça a été une onde de choc. Personne ne pouvait comprendre une telle décision. Non, c'est l'onde de choc. C'était une onde de choc partout dans le monde. J'ai pas vu une seule note dissonance par rapport au droit du Sénégal dans cette affaire. Parce que c'est incompréhensible, y compris même au niveau du Maroc. Il y a des personnalités marocaines, des gens du Maroc, des citoyens lambda marocains qui pensent que ce serait injuste de donner le trophée au Maroc, tout simplement parce que le Sénégal est le vainqueur de ce trophée-là et le Sénégal a acquis de hautes luttes sur le terrain. Et le Sénégal, qui ne se laisse pas faire, a saisi le TAS, le tribunal arbitral du sport. Parlez-nous de ce TAS, de ce tribunal. C'est un organe juridictionnel du droit du sport qui est basé en Suisse, à Lausanne, et qui a une supranationalité. Elle est au-delà sur les questions sportives en tout cas, elle a la capacité de juger tous les litiges sportifs. Et il y a des juges du tribunal arbitral du sport qui existent. Il y a plein d'avocats, les avocats du sport qui peuvent intervenir et tout. Et les procès, généralement, peuvent se faire en présentiel, mais depuis le Covid, de plus en plus, les procès se font en ligne. Le dernier procès en ligne qui a été fait, c'est notamment, et qui nous concerne nous, c'était l'affaire entre Madi Touré et la Fédération sénégalaise de football sur le résultat de la dernière élection du président de la Fédération sénégalaise de football. C'est une décision qui est attendue. C'est une décision qui est attendue et qui devrait tomber incessamment. Donc ce tribunal-là est là et il est composé de juges assez chevronnés qui ont beaucoup d'expérience et de compétences en la matière et qui peuvent juger. Par moment, je pense que c'est le dernier recours sur les questions de sport. Mais il y a eu un précédent et je pense qu'à certains niveaux, il y a une capacité d'attaquer aussi le TAS au niveau du tribunal, d'un autre tribunal au-dessus qui est suisse. Et ça, c'est en Suisse et c'est là que c'est fait. C'est très rare que ce soit arrivé, mais c'est déjà arrivé. C'est très rare qu'on en arrive là, mais ça a été déjà fait. Généralement, tous les sportifs ou toutes les entités sportives se plient en dernier recours aux décisions du TAS. Avant d'en arriver sur les chances du Sénégal par rapport à cette saisine, Aliou Goloko, journaliste sportif, dites-nous, aujourd'hui, on commence à savoir qui est qui et qui a fait quoi dans cette histoire. Le président de la Fédération marocaine de football, je parlais de Fawzi Lekja, on se rappelle quand la décision avait été prise d'annuler la compétition qui devait être organisée par le Maroc, mais lui, il était au centre et l'avait opposé au président des fonds, Issa Hayatou.
C'était un épisode quand même à la CAN 2015, quand le Maroc avait décidé de ne plus organiser la Coupe d'Afrique des Nations pour des raisons d'Ebola. Alors, il faut que je ne dise pas des conneries. Il faut que je vérifie s'il était déjà président en 2015 de la Fédération royale marocaine. Oui, c'était bien lui. Il a été élu en 13 avril 2014. Mais c'était un précédent marocain avec la Confédération africaine de football qui, à l'époque, avait valu une suspension. Le football marocain est souvent tombé dans des situations assez conflictuelles par rapport justement à la gouvernance de la CAF aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il est question de ce président marocain Fawzi Lekja. Aujourd'hui, apparemment, est-ce l'influenceur, un acteur très fort du système? Pouvez-nous parler de cet homme par rapport justement au rôle qu'il pouvait jouer dans cette situation? Le président Fawzi Lekja est le président de la Fédération royale marocaine de football. Il est le président de la commission des finances de la Confédération africaine de football. Il est passé depuis la démission du président Augustin Senghor comme le premier vice-président de la Fédération de la Confédération africaine de football. Il est membre du conseil de la FIFA. Effectivement, c'est aujourd'hui un des pions essentiels de la gouvernance africaine du football. C'est indéniable. Alors, il a une influence qui s'est beaucoup agrandie ces dernières années à travers des collaborations qu'il a pu instituer entre sa fédération et de nombreuses fédérations africaines. Je pense qu'on en dénote aujourd'hui 35 fédérations africaines de football qui ont des accords de coopération avec la Fédération royale marocaine de football. Il les aide sur le plan technique, il leur offre les installations marocaines, il leur donne la capacité de jouer leurs matchs au Maroc pour des pays qui n'ont pas de stade homologué. Et donc, c'est des moyens de renforcement de ces relations avec les autres fédérations. On ne peut pas le moyen maintenant pour influencer? Après, non, je ne pense pas que ce soit... En tout cas, ça ne devrait pas l'être. Ça ne devrait pas l'être pour la bonne et simple raison que je pense que ce qu'il fait est du bon... Le Maroc a choisi volontairement de développer un soft power autour du sport et particulièrement du football. Et donc, il a pu convaincre les autorités marocaines de lui donner les moyens de faire aboutir cette politique-là. Et on ne peut pas le lui reprocher parce que, vu la tournure et l'organisation de cette Coupe d'Afrique également, il y a eu des soupçons, des suspicions depuis le début. C'est là où je voulais en venir. Lui, le président Fawzi étant dans son rôle, on ne peut pas lui en vouloir d'essayer de donner cette force et cette puissance au Maroc au sein des instances de la Confédération africaine de football. Par contre, ce qui est inacceptable, ou c'est incompréhensible, c'est l'attitude hagard des autres dirigeants des fédérations africaines de football qui ne lèvent pas un seul doigt. Quand on n'est pas d'accord, on dit qu'on n'est pas d'accord. Et ça, moi, je pense que c'est ce qui devrait être la posture de tous les autres. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Que ce soit le jury disciplinaire, que ce soit le jury d'appel, c'est des jurys qui sont installés sur proposition du comité exécutif de la CAF. Ils sont installés par le Congrès. C'est le Congrès qui vote leur élection sur la base du Congrès. Ils ont été élus, je pense, au Congrès d'Abidjan d'il y a 3-4 ans peut-être, le Congrès de la CAF qui était électif qu'on avait fait à Abidjan. Et ils ont été proposés, ils avaient obtenu la majorité des voix pour qu'ils soient les jurys indépendants de la CAF. Mais est-ce qu'on a fait tout le travail en amont de contrôle, de moralité, d'impartialité sur les différents juges? Je ne pense pas que cela a été fait, mais c'est justement, comme on dit, quelque chose malheureux souvent bon. Au sortir de cet épisode, il va falloir désormais avoir des réformes sur lesquelles on devra également statuer sur le profil et la moralité de tous les juges qui siégeront au sein des commissions indépendantes de la CAF. Mais attendant, l'image est ternie complètement. L'image, elle est craquelée. Elle est craquelée, l'image de la Confédération africaine. Et c'est dommage parce que on revient de très loin. La CAF revient de très loin. Elle était sur une bonne base parce que par le passé, elle a connu de gros soucis financiers. Les comptes sont passés au vert. Le tournoi en lui-même, leur tournoi phare, qui est la Coupe d'Afrique des Nations de football, a explosé en termes d'audimat, en termes de popularité, en termes d'affluence et tout. Et c'est au moment où le tournoi du Maroc devait être l'apothéose et définitivement nous projeter comme le deuxième plus grand événement sportif au monde de football. Après l'Euro. Non, on est passé devant l'Euro après la Coupe du Monde.
après la Coupe du Monde. Oui, rappelez-vous que la compétition d'Abidjan, il y a eu l'Euro après la CAN, mais elle n'avait aucune saveur. On n'avait pas, tout le monde était resté sur la CAN en Côte d'Ivoire. On était dans une excellente dynamique et c'est cette dynamique qui vient d'être cassée par cette loi, cette décision incompréhensible et inefficace à mon avis et inacceptable. Oui, mais justement, son rapport avec la FIFA, la Fédération internationale de football, aujourd'hui, le lien avec Gianni Infantino pose problème. Aujourd'hui, Claude Leroy est allé même jusqu'à parler de vassal, en justement qualifiant le lien de l'OCP moi, j'irai pas jusqu'à dire ça, parce que quand même, je vis le déroulement de cette institution souvent en interne, et je connais à peu près les rapports entre les différents membres et les différents participants. Son rapport avec la FIFA. Oui, non, avec la FIFA. Alors, quelque chose qui est indéniable, c'est quand Motsepe a voulu être président de la Confédération africaine de football, il a bel et bien bénéficié du soutien de la CAF, de la FIFA à l'époque. Tout simplement parce qu'effectivement, il y avait eu énormément de problèmes. La CAF était quasiment à terre et les dirigeants de la FIFA à l'époque avaient pensé que si on allait aux élections, ça allait complètement tuer le football africain parce que ça allait diviser les différents dirigeants. Ils ont prôné un profil consensuel, un candidat consensuel qui pourrait être peut-être le candidat de transition qui va permettre de remettre la machine en marche. Et cela a été fait. Rappelez-vous qu'avant que Motsepe soit président, il avait 3 challengers, en l'occurrence Augustin Senghor, Jacques Anouma et Ahmed Yahya. Et au final, ils avaient trouvé ce qu'on appelait le protocole de Rabat, sous l'égide de Maroc, de l'Égypte et de la FIFA. Qui a fait également le voix des chefs d'État, parce que c'est le message qui les avait, c'est le message qui les avait vendus. Et à l'époque, c'était pas une mauvaise idée, parce que l'Afrique avait plus besoin d'unité à cette époque-là. Mais est-ce que ce consensus aujourd'hui nous a pas créé plus de problèmes que régler nos solutions? Non. On l'état tel, les avis seront partagés, mais moi je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de problèmes qui ont été créés et il y a beaucoup de choses à revoir. Aujourd'hui, notre gouvernance, la gouvernance du football africain a besoin de vraies réformes. Des réformes qui feront, et également il faut laisser désormais vivre la compétition entre les différents dirigeants. Ça se passe sur le terrain. Il faut arrêter les bureaux consensuels, parce que après c'est toujours source de tension et source de problèmes. Allons vers des élections assez civilisées, des élections assez démocratiques sur lesquelles les présidents de fédération choisiront eux-mêmes les dirigeants qu'ils pensent les mieux outillés pour gérer les destinées de cette Confédération africaine de football. Cela permet d'acquérir une légitimité populaire, indiscutable, et qui fait qu'après on a moins les mains liées pour faire passer certaines réformes et pour faire avancer la machine. Et d'autant plus que dans la même dynamique, Aliou Goloko, journaliste sportif, vous connaissez bien la CAF aujourd'hui. Alors, avez-vous senti quelque part que, du point de vue géopolitique, les pays qualifiés sont traités par rapport à leur taille, je veux parler de leur puissance sur le plan économique? Alors, je ne peux pas de manière péremptoire affirmer cela. Mais quoi qu'il en est, et ça c'est propre à tous les organismes internationaux, chaque pays a un poids. Fut-il politique, diplomatique, sportif, culturel, économique et autres. Ça, c'est une réalité indéniable. Quand vous allez à la Coupe du Monde, le Brésil à la Coupe du Monde, c'est le Brésil. Tout le monde veut voir le Brésil jouer, tout le monde veut assister au spectacle brésilien. La France fait partie de ces pays phares. L'Allemagne, la Hollande, c'est des pays qui ont acquis ce droit-là, avec des performances, avec des participations régulières, avec la présence de dirigeants émérites à des positions stratégiques, mais surtout aussi avec un palmarès assez costaud. Sur l'Afrique, c'est pareil. Il y a certains pays comme l'Égypte, qui est la nation la plus titrée, qui est toujours présent à toutes les compétitions de la CAF. Il y a le Ghana qui est le deuxième, le Cameroun, le Nigeria et désormais le Sénégal. C'est indéniable. Le Maroc également. Pourtant, on n'a pas le palmarès de ces autres équipes, mais le Maroc a su développer un soft power dans le football qui lui donne cette puissance-là. Vous savez pourquoi? Déjà en acceptant d'être le lieu, le terreau de tous les grands événements sportifs africains de ces dernières années.
à force d'abriter des tournois de football, des tournois de formation. L'Algérie a organisé les espoirs. Oui, mais pas au niveau. Mais je veux dire, en termes d'organisation, pour augmenter leur influence et leur truc, ils l'ont fait. Donc, chaque pays a un poids. Mais cela ne doit pas... Ce n'est pas un blanc-seing. Voilà, c'est pas un blanc-seing pour ces pays-là. Cela ne doit pas se refléter sur la gouvernance. Et d'ailleurs, le président de la CAF, à qui on a avancé ces accusations-là, a dit tant que je serai président de la CAF, ces situations-là n'existeraient pas. Tous les pays seront équitablement jugés, mais c'est pas la perception aujourd'hui que les gens ont. C'est ça la réalité. C'est pas la perception. Parce que tout au long, à l'Ugoloko de cette compétition, ces suspicions déclarant le Maroc vainqueur coûte que coûte de cette compétition. Il y a eu des frictions, il y a eu le cas du président Samuel Eto'o. Et même les journalistes qui sont les deux journalistes africains qui sont décédés là-bas. Je sais que l'un parmi eux, notamment le Malien, était un ami, un proche. J'ai même été lui présenter. C'est des interrogations jusqu'à présent sur ces morts. En tout cas, il y a le besoin de faire la lumière sur cela. Et je pense que cela a été fait avec la Fédération malienne de football parce qu'elle est en mesure de demander les résultats de l'autopsie autour de ça. Aux dernières nouvelles que j'avais quand j'étais parti au Mali, m'ont dit la famille était bel et bien présente à l'autopsie du corps du journaliste malien et qu'il serait même les journalistes africains. Naturel. Maintenant, l'autre journaliste est camerounais. Je n'ai pas suivi de près les causes de son décès et tout. Et donc, je ne peux pas, en toute objectivité, m'exprimer sur les causes parce que je n'ai pas eu accès au dossier du médecin légiste et tout. Mais c'est des circonstances sur lesquelles ils doivent pouvoir éclairer la situation et éclairer la lanterne des gens. Si le travail a été fait auprès des fédérations respectives, maintenant, c'est aux fédérations respectives de faire le paraître. Maintenant, il y a eu des situations assez ambiguës. Le jour de la finale, qu'il y a eu 2-3 joueurs sénégalais qui n'étaient plus en capacité de jouer, tout simplement parce qu'il y a eu de mystérieuses maladies ou des mystérieux malaises qui, à ce jour, n'ont pas encore été élucidés. Je pense que c'était sur la fin du tournoi. Et c'est là, c'est là, par contre, où je pense que nous, autres Sénégalais, avons failli. Parce que nous aurions dû poser tous ces points du doigt sur ces situations-là. Mais on a été emportés par la victoire au point d'oublier tous ces aspects-là. Sur le terrain, on a vu le jeu de la finale, l'agression sur le gardien remplaçant sénégalais autour des questions de serviettes. On a vu les bagarres au niveau des supporters qui ont pris des coups des stadiers du match. Jusqu'à présent, on a vu les événements qui s'étaient passés à la veille de la finale, sur le terrain d'entraînement, sur l'hôtel d'hébergement et tout. Notre fédération, à ce jour-là, aurait dû porter une plainte même contre X ou notifier par écrit leur désaccord vis-à-vis de ça et demander que réparation soit faite. Ça, c'est notre première erreur. La deuxième erreur, après le verdict du jury disciplinaire, moi, personnellement, j'avais trouvé les sanctions très élevées. Et j'avais discuté, j'avais dit publiquement sur les médias qu'il fallait faire appel aussi. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc a fait appel. C'était la deuxième manche du combat qu'on a cédé aux Marocains. Sur les 600 000 euros de sanctions qu'ils avaient, je pense que tout est retombé autour de moins de 200 000 euros. Vous voyez? Et nous, on va payer, en plus d'avoir payé, d'accepter de payer les 600 000 euros de sanctions, 620 000 euros de sanctions, on risque de perdre le trophée parce qu'ils ont demandé à ce qu'on restitue le trophée. Donc, on a laissé, en fait, on leur a donné le bâton pour nous. On a cédé le terrain. On a cédé le terrain. On aurait dû avoir une communication assez offensive par rapport à ça, mais également une attitude juridique assez offensive également sur toutes ces questions. Oui, mais du point de vue de la gouvernance, mais sur le plan médiatique également, vous avez suivi la conférence de presse de la Fédération sénégalaise de football. Comment l'avez-vous trouvé, cette sortie de la Fédération sénégalaise de football? Alors, je suis arrivé à la conférence de presse assez tardivement, j'avoue, parce que j'avais un autre engagement, mais j'ai quand même été là-bas. Je tenais d'abord à exprimer ma solidarité en tant que Sénégalais, en tant qu'acteur du football, vis-à-vis de ça. J'ai reçu également le résumé de ce qu'était la posture de la Fédération sénégalaise de football. Je pense que c'était la bonne posture. Il faut aller au TAS, il faut défendre au grand maximum toutes nos chances. Et mieux, il faut également penser à nos supporters qui sont encore retenus là-bas et de connivence avec le gouvernement du Sénégal. Il faut activer tous les réseaux qui soient pour pouvoir le faire. Mais sur le TAS particulièrement, en plus des
de la saisine et des avocats sénégalais qui ont été engagés, il faut trouver également des avocats étrangers. C'est important. Qui connaissent bien les rouages du TAS, qui maîtrisent bien, qui ont déjà gagné des cas similaires par le passé et qui ont une expérience avérée sur la question en la matière. Pareil pour nos supporters. Je pense qu'on a été assez maladroit de laisser qu'un seul avocat, sénégalais de surcroît, défendre les supporters sénégalais. Et au moment où on demandait de plaidoyer en arabe et qu'ils ne parlaient pas arabe, on n'a pas la certitude que les traductions faites sont littéralement bonnes ou bien qu'elles sont conformes à cela. On aurait pu trouver des avocats marocains, trouver soit des avocats algériens, tunisiens ou égyptiens qui parlent arabe ou étrangers qui s'expriment bien arabe ou des avocats arabophones sénégalais pour tous participer à cela. Ça nous aurait aider à mieux comprendre leur situation et à mieux défendre leurs intérêts. Alors, par contre, là où je suis complètement dessus, parce que les relations, à mon avis, sénégalo-marocaines ne pourraient plus être les mêmes. C'est clair. À partir de maintenant. Le communiqué fait par le gouvernement du Sénégal en a donné un avant-goût. Ici, il faut savoir lire entre les lignes sur la capacité ou l'intransigeance désormais du gouvernement sénégalais à essayer de mettre de côté toutes ces considérations diplomatiques et qui ne résolvent pas les problèmes essentiels entre les deux pays. Pour avoir tenté sans résultat. Jusqu'au bout, et je pense qu'aujourd'hui le Maroc ne gagnerait pas à se mettre le Sénégal à dos sur le plan diplomatique. Le Sénégal a beau être un petit pays par la taille, mais ça reste un pays assez représentatif, un pays assez lourd qui puisse peser énormément sur les grandes décisions. Le Sénégal a toujours été du côté du Maroc. Et le Sénégal a toujours, parce qu'il y a un lien séculier, tout ce qu'il y a comme situation, le Sénégal a toujours été du côté du Maroc. Entre les deux pays qui ont fait que le Sénégal, par tradition et par mimétisme même, j'allais dire, a toujours été du côté du Maroc. Et c'est cela qu'ils ont bradé au prix d'un trophée, au prix d'un match de football de 90 minutes, 120 minutes. Est-ce que ça en valait la peine? Je ne le pense pas. Si on pousse encore plus loin sur le plan économique, le Maroc a des intérêts dans ce pays qui sont aussi énormes et stratégiques que les intérêts des plus gros partenaires économiques du Sénégal. Et faire fi de tout cela, juste au nom d'un match perdu de football, je ne trouve pas ça assez intelligent, je ne trouve pas ça assez brillant. Et c'est là où c'est dommage parce que désormais, je pense qu'il y a une césure, il y a une cassure entre les deux pays et il va falloir compter beaucoup de temps pour recoller les morceaux parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, le sport est un élément clé, est un outil clé dans le développement d'une diplomatie à travers le soft power. Oui, mais justement, il est question de libérer nos supporters retenus là-bas au Maroc. Et chaque heure, chaque minute et chaque jour serait de plus ces familles qui attendent rajouter à la souffrance de leurs familles qui attendent leurs enfants. Injustement arrêtés parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu des supporters condamnés avec des peines aussi sévères, jusqu'à 2 années d'emprisonnement, 6 mois d'emprisonnement, 3 mois d'emprisonnement. Alors, je disais la dernière fois que, dans mon intime conviction, je pense que les autorités marocaines seraient touchées par la sagesse et par la clémence de libérer ces supporters-là. Je pense qu'ils ont déjà assez payé comme ça, du fait d'être aussi éloignés de leur famille respective. Ils y étaient pour supporter leur équipe, pour ramener le trophée, ce qui a été fait, mais sans eux. Donc, j'ai la conviction, je ne sais pas d'où est-ce que je tire ce positivisme. Et ces supporters ont toujours été pris pour exemple. Oui, partout. Ils ont fait des compétitions dans tous les pays du monde entier. Jamais il n'y a eu une seule arrestation d'un supporter sénégalais. Au contraire, c'est des supporters qui nettoient les stades sur lesquels ils sont, qui tiennent bien compte de l'infrastructure. Mérité. Ils sont exemplaires, ils sont motivés, ils sont désintéressés, ils sont tout simplement patriotes et ils ont l'amour de leur pays et de leur sélection nationale. On ne leur a jamais connu de problème à ce jour. Pourtant, ils ont fait toutes les grandes compétitions de ces 15 dernières années. Ils y étaient parce que le Sénégal y participait. Et à tous les niveaux, que ce soit au niveau du football féminin, du basket, du football, avec les Coupes du Monde, les Coupes d'Afrique, les Jeux Olympiques, tout, ils y allaient. Il n'y a jamais eu un seul problème. Et là, ne pas confondre résilience et fermeté. Oui, exactement. Donc, en plus de cette résilience qu'ils ont toujours fait montre, aujourd'hui, je pense que nos autorités devraient
aller crescendo en termes de fermeté, pour faire entendre leur voix et pour chercher à libérer leurs fils qui sont injustement emprisonnés là-bas parce que la sécurité de ces enfants-là est aussi de la responsabilité de l'État du Sénégal. Et de tous les Sénégalais. Pour rappeler que vous suivez votre émission Objection qui reçoit Aliou Goulogo, il est journaliste sportif, mais aussi vous êtes dans les instances du football africain. Oui, je suis prestataire au niveau de la CAF comme officier média, c'est-à-dire sur les grands événements. Il arrive que la CAF me fasse travailler sur certains sites de compétition pour gérer tout ce qui est opération média sur ces sites-là. Vous avez été captivé par le comportement de l'équipe du Sénégal, par l'attitude et jusqu'à la finale d'avoir remporté cette coupe à Aliou Goulogo. Surtout qu'ils ont joué l'essentiel de leurs matchs. 6 de leurs 7 matchs ont été joués dans un stade où j'étais en mission, le stade de Tanger. J'étais l'officier média numéro 1 du stade de Tanger, donc j'avais en charge toutes les opérations médias autour de cette équipe nationale du Sénégal. Et ça s'est très très bien passé, très sincèrement. Ils ont été disciplinés, et ils ont été coopératifs. Les journalistes sénégalais également, parce qu'on s'occupe essentiellement des journalistes. Tous les journalistes qui ont été accrédité, pour une fois, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a eu pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de quiproquo, et ils m'ont facilité la tâche, mes confrères sénégalais, parce que chaque fois que je leur expliquais une décision, ils s'y pliaient et ils l'acceptaient, ce qui n'était pas forcément les cas de journalistes provenant d'autres pays qui ont affronté le Sénégal et qui pensaient que je pouvais manquer d'objectivité. Mais j'ai essayé de faire mon travail en toute objectivité, j'ai essayé de servir, exactement, et j'ai essayé de servir l'institution qui était la Confédération africaine, et par-delà la CAF, c'était le football africain que je voulais servir, et c'était ma partition dans le grand concert de la célébration du football africain, parce que par-delà tout, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une fête, c'est une célébration de nos talents, nos jeunes talents, c'est une célébration de notre culture, mais c'est une célébration de notre commun vouloir de vivre commun, commun vouloir de vivre commun sur le continent africain, à travers le sport et particulièrement le football. Donc c'était une excellente expérience. Malheureusement, elle a été entachée par les incidents qui ont émaillé autour de cette finale de la Coupe d'Afrique, mais à mon avis, ça n'enlève rien aux émotions qu'on en a gardées. Et surtout, vous savez, quand vous êtes en fonction et que votre pays gagne, c'est beau et c'est magnifique. Et donc, j'ai profité de cette victoire du Sénégal. J'ai célébré avec eux le soir de la finale. Et aujourd'hui, il y a eu des moments d'émotion. Il y a eu de très forts moments d'émotion. Avec Sadio Mané. Avec Sadio qui m'a sauté dessus, vous voyez, parce qu'il y a eu une grosse polémique. Les gens disaient que je n'aimais pas Sadio parce que je n'avais pas voté pour Sadio à l'époque sur le concours du Ballon d'Or, puisque j'étais membre du jury du Ballon d'Or. Mais Dieu m'est témoin que tout ce que je fais, j'essaie d'être le plus objectif possible. J'avais été le plus objectif, ou je pensais avoir été le plus objectif dans mes choix de l'époque, et j'ai toujours accompagné Sadio, pas de manière directe certainement, mais de manière indirecte, envoyé des conseils et tout. Et tout au long du tournoi, on échangeait beaucoup, les veilles de match, les jours de match, et c'est la raison pour laquelle à la fin, il est venu vers moi, parce que je lui avais dit au bout du deuxième match que Sadio, si tu continues sur ce rythme-là, personne ne peut t'empêcher d'être champion d'Afrique, mais par-delà tout, d'être meilleur joueur de ce tournoi. Et c'est ce qui s'est passé. Et il m'arrivait par moments dans un exercice de prédiction, lui dire d'ailleurs aujourd'hui tu marqueras. Et chaque fois que je lui disais qu'il marquait, il arrivait qu'il marqua. Donc c'était ça en fait, le message subliminal qu'il a voulu envoyer en me sautant dessus, en disant merci pour tout. Et pendant les conférences de presse, on discutait beaucoup en amont, on parlait un peu de tout, de rien. Et aussi les questions sur... Je le briefais souvent. Je le faisais beaucoup avec l'ensemble des coachs et des joueurs sur les questions qui pouvaient arriver pour les rassurer avant de rentrer dans la salle. Ça, c'est pour permettre une fluidité dans la conduite des conférences de presse. Et Dieu merci, ça a été le cas. Et j'en profite pour remercier tous les journalistes qui ont fait un tour à l'époque à Tanger pour assister à nos opérations médias. Je remercie aussi les responsables de la CAF qui ont bien voulu me confier cette mission-là. Et par-delà tout, je remercie également tous ces Sénégalais qui m'ont envoyé des messages de soutien. Les chances du Sénégal par rapport au TAS, au tribunal arbitral du sport, c'est de saisir à de fortes chances de casser cette décision du jury d'appel. Omar, moi je suis complètement serein vis-à-vis de ça. Il y a des cas de jurisprudence qui existent. Il y a la sacro-sainte loi 5 du jeu qui détermine cela et qui font que les Sénégalais ne doivent pas un seul moment douter de l'issue du verdict du TAS. Le trophée, c'est pour ça que je continue à dire aux gens que le trophée ne bougera pas du Sénégal. Il restera ici tout simplement parce que la TAS suivra le Sénégal
dans ce choix-là. Mais par contre, attention, cette décision prise par le jury d'appel n'est pas suspensif. Mais le Sénégal doit demander qu'il soit suspensif. Le fait que le temps que ce soit élucidé au sein du TAS et très rapidement, même solliciter une audience d'urgence, parce qu'on va vers une Coupe du Monde. Il faut l'aborder dans la plus grande sérénité, dans la plus grande quiétude pour l'équipe du Sénégal, parce qu'elle a encore des possibilités d'aller encore plus loin. On est dans le temps. On est dans le temps, on n'est pas dans le temps, parce que tout dépend de quand est-ce que le procès du TAS va arriver. Et on est à 90 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Notre premier match, je pense, c'est le 16 contre la France. Et 2027, il y a aussi la Coupe d'Afrique. 2027, il y a encore une autre Coupe d'Afrique qui va arriver parce que les éliminatoires vont s'enchaîner. On risque d'entamer une Coupe d'Afrique sans connaître le vainqueur de la précédente. Exactement. Mais je pense que le TAS va aller assez vite parce que l'onde de choc qu'a créé cette nouvelle fait qu'aujourd'hui, toutes les oreilles sont tendues. Tout le monde a envie de savoir l'issue de cette histoire et c'est en cela que je pense que le TAS va accélérer la cadence et la situation afin qu'on puisse avoir une décision définitive. Une décision définitive, alors plus jamais ça. Déjà, il faut aller vers des réformes. Plus jamais pour quelles réformes pour justement éviter de telles situations? Alors, plus jamais ça pour la beauté du jeu, pour la démocratie du football, pour l'équité du football, pour la gouvernance du football, pour l'esprit fair play du football, mais par-delà tout pour la fraternité des peuples qui se rencontrent sur les matchs de football. Pour toutes ces raisons, nous ne voudrons plus voir ces scénarios chaotiques sur le terrain et en dehors du terrain. Ça, c'est le premier aspect. Là, deuxième, effectivement, il y a une vraie nécessité d'entamer des réformes sur la composition des différentes commissions au sein de la Confédération africaine de football, particulièrement les commissions indépendantes. La commission, le jury d'appel, la commission disciplinaire et la commission d'audit. Ce sont les trois commissions indépendantes de la CAF. Et il faut forcément... le jury d'appel. Oui, le jury d'appel, le jury disciplinaire. Qui devrait précéder même le jury disciplinaire. Oui, en termes de profil, je pense qu'il faut profiler les membres qui vont y entrer. Il faut dégager un certain nombre de profils minimum pour pouvoir faire partie de ces entités-là. Il faut jouer sur les équilibres régionaux parce que la CAF est divisée en 6 zones qui sont la zone nord avec l'UNAF, la zone ouest avec WAFU, l'UFOA A et l'UFOA B, la zone est avec le CECAFA, la zone centre avec l'UNIFAC et la zone sud avec la COSAFA. Donc ces 6 zones doivent être représentées, en tout cas au moins 4 des 6 zones doivent être représentées. Il faut jouer sur les différences linguistiques parce que il y a à peu près 4 langues qui sont parlées sur le continent et il y a 5 langues qui sont parlées officielles qui sont parlées sur le continent. La CAF en a fait des 4 des langues officielles, le français, l'anglais, le portugais et l'arabe. Donc il faut également jouer sur ces équilibres-là pour monter des commissions les plus complètes qui soient, les plus équitables qui soient, les plus démocratiques qui soient et qui vont permettre demain de prendre des décisions non contestables et nous éviter ce genre de situation. On va vers la Coupe du Monde aujourd'hui et le Sénégal y participe. Aujourd'hui, il n'y a pas risque d'entamer justement la confiance des Sénégalais, de l'équipe du Sénégal. Déjà, il y a le samedi 28. Il y a 2 matchs en vue, en perspective. Samedi 28 contre le Pérou à Paris. Qui doit se dérouler à Paris. Où le trophée devait être présenté. Je ne sais pas s'ils prendront le risque d'amener le trophée ou pas, mais le match, il faut qu'il se fasse. Parce que le staff technique, l'entraîneur a besoin des matchs comme ça pour mieux aborder la prochaine Coupe du Monde, pour mieux la préparer. Ensuite, il y aura le match ici contre la Gambie, qui est une sorte de match apothéose, où ça va être la première sortie du Sénégal, de l'équipe du Sénégal devant son public. Et ensuite, il y aura la préparation de la Coupe du Monde avec un match amical prévu à Charlotte contre les États-Unis le 6 juin, je crois, si je ne m'abuse. Et donc, la préparation de la Coupe du Monde, elle a déjà commencé. Mais sauf qu'elle ne s'entame pas de la meilleure des manières. On va laisser beaucoup d'énergie à régler ce problème de trophée de la Coupe, au point peut-être de délaisser l'équipe nationale ou les préparatifs qui vont avec. Et là, j'interpelle
les dirigeants actuels du football sénégalais à ne pas perdre cet aspect de vue parce que la Coupe du Monde est extrêmement importante. Et il ne faut pas lésiner sur constituer une motivation supplémentaire. C'est là où je voulais en arriver. Il ne faut pas lésiner sur les moyens. Et par-delà tout, à travers ce qui s'est passé, le Sénégal va être très, très attendu et très suivi à cette Coupe du Monde. Clair, donc il faut que nous arrivions à la Coupe du Monde prêts. En faire une opportunité. Il faut que nous arrivions prêts, mais motivés au maximum, à 400%. Mais surtout le plus professionnel qui soit à tous les niveaux, technique, médical, médiatique, communicationnel, juridique, afin qu'on ne puisse rien nous reprocher. C'est fondamental. Parce que cette histoire a mis les projecteurs à nouveau sur le Sénégal. On joue contre la France, qui est un des pays les plus suivis en Coupe du Monde, et qui est notre match d'ouverture de notre groupe. Donc il va falloir, et avec lequel on a une histoire particulière aussi, encore plus particulière que celle qu'on a entretenue avec le Maroc ces dernières années. Donc il faudra et mettre en place une organisation nickel qui montrera notre degré de professionnalisme, mais surtout qui montrera que nous sommes un peuple résilient, nous sommes un peuple fier et digne, et qui sait se mettre debout, faire face quand le besoin se pose. Ça a toujours été notre cas, et ça ne changera pas. Et ça colle bien avec la devise de notre armée, comme on a dit toujours, on nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Mais aujourd'hui, est-ce que ça ne devrait pas être une source de réflexion par rapport à la formation, à l'encadrement pour le futur aujourd'hui? C'est important. C'est important. Et là, vous me permettez, Bayoumar, de lancer un appel pour l'unité sacrée autour de cette équipe pour la participation à la Coupe du Monde. Faisons fi de toutes nos différences. Allons vers un élan unitaire et solidaire, parce que chaque fois qu'on a été unis, chaque fois qu'on a été solidaire, on est invincible. Pour mettre en place la meilleure composition sénégalaise qui soit et qui puisse dignement représenter notre pays, le Sénégal. On va dans un pays qui est aujourd'hui source de quelques tensions politiques également. On va dans un pays, dans une ville où nous sommes très bien représentés, parce que New York, tout le monde, ceux qui connaissent la ville de New York savent qu'il y a un Little Sénégal à l'intérieur de la ville de New York, dans une très forte communauté sénégalaise. Et ils ont toujours été nos ambassadeurs à New York. On va les retrouver pour les renforcer dans ce rôle d'ambassadeur. Et la meilleure réponse à apporter en tant que brillant ambassadeur de ces Sénégalais, c'est d'être performant sur le terrain, c'est de donner la meilleure version du football sénégalais, et c'est d'exprimer nos talents de la meilleure des manières et d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Le niveau le plus haut à ce jour, c'est une demi-finale jouée par le Maroc lors de la Coupe du Monde au Qatar. Le Sénégal ayant battu le Maroc, ayant la capacité aujourd'hui d'aller au-delà de ce que le Maroc a fait, peut bel et bien jouer une finale de Coupe du Monde si le pays y croit, si toute la sélection y croit. Déjà, au regard des sélectionnés devant affronter le Pérou, je pense que l'équipe présélectionnée par il est resté dans la continuité. Pour l'instant, il est resté dans la continuité, à l'exception de Bamba Dieng. À part Bamba Dieng et Diakhon qui est revenu. Et je pense qu'il est resté dans la continuité. Mais il a encore... Elle ne peut pas être définitive, parce que Sadio Mané est aujourd'hui blessé, Abdoulaye Seck, je ne l'ai pas vu sur la liste. C'est des cadres de cette équipe du Sénégal. Il a 3 matchs à venir avant la Coupe du Monde pour avoir ses idées claires et nettes. Il a déjà une idée globale de ce qu'il a envie de faire. Où est-ce qu'il va amener la coupe, lui, Pape Thiaw, l'entraîneur. Il a besoin aussi d'être challengé. Il a besoin d'être challengé. Donc, je pense qu'il va se donner les moyens, d'ici le mois de juin, de pouvoir aller voir tous les Sénégalais possibles. Et croyez-moi, je pense qu'en le connaissant l'homme, chaque fois qu'il aura besoin d'un footballeur sénégalais qui est motivé, qui est prêt à répondre à la sélection et qui peut apporter gros et qui peut renforcer cette équipe, il n'hésitera pas à le prendre. Au prix de certains qui sont restés longtemps et peut-être qui ne sont plus au même niveau de performance. Alors, en termes de perspective, toujours par rapport à la CAF, par rapport aux représentants des pays africains qui devront affronter justement le mondial, aujourd'hui, avez-vous l'impression que l'Afrique est prête pour une bonne présence à la prochaine Coupe du Monde? Alors, on a aujourd'hui, à ce jour, au moment où on parle, Bayoumar, une bonne participation. 9 pays et demi sénégalais, africains qualifiés. On a 9 pays et demi qualifiés. On va probablement
récolter la 10e place, la moitié qui reste pour compléter à 10. Parce que le Congo devant jouer un match de barrage, deux derniers matchs de barrage contre la Jamaïque et après probablement pour affronter le vainqueur de l'autre barrage. Donc le Congo est bien parti. Je pense qu'ils vont le faire. Le Congo, en tout cas, je le souhaite. Et le Sénégal, l'Afrique entière est derrière la RDC parce que c'est quand même la première nation d'Afrique subsaharienne à jouer une Coupe du Monde en 1974. Ce n'est pas rien. Symboliquement. Donc symboliquement, pour les 50 années ou 52 ans après, ce serait bien que le Congo revienne à la Coupe du Monde de football. Au-delà de ça, le nombre ayant augmenté, c'est la première Coupe du Monde avec 48 pays, dont 10 pays africains si le Congo arrive à se qualifier. Plus on a des pays, je pense que plus on a des chances de pouvoir aller le plus loin. Rappelez-vous, avant, il y avait 2 pays. Ensuite, on est passé à 3, ensuite à 5. Aujourd'hui, on est à 5. Un combat gagné à l'époque par le président Issa Yatou. Paix à son âme. Au moment où l'Europe en avait 13 sur 53 pays, au même nombre de pays, nous en avait 5, ils en avaient 13. Et les autres pays de l'Amérique latine ou des autres continents avaient à peu près les mêmes nombres que l'Afrique, alors qu'ils étaient beaucoup moins nombreux que notre continent. Donc cette multiplicité des équipes africaines peut également augmenter nos chances. Et on a de très très bonnes équipes. La seule équipe que je regrette peut-être de n'être pas à cette Coupe du Monde, c'est le Nigeria, habitué du tournoi, mais qui s'est fait éliminer. Et le Nigeria et le Cameroun, qui sont des habitués de la Coupe du Monde, mais qui se sont fait éliminer tous les deux par la RDC. Ça atteste de la force aussi de la RDC. Mais à part ça, les autres pays qui sont là sont assez représentatifs. Mais justement, par rapport à la RDC, tout le monde avait... J'ai discuté ça avec quelqu'un très connu dans le milieu sportif qui me disait que tout avait été planifié pour empêcher au Sénégal de se qualifier à la Coupe du Monde. On a vu notre match contre la RDC, tout ce qui avait été fait en termes d'organisation. Plus de 100 000 spectateurs. Notre équipe avait été cantonnée justement non pas à la place habituelle officielle, mais tout a été organisé pour empêcher cette équipe de se qualifier. Et c'est là où l'équipe du Sénégal a gagné en maturité et en force, parce qu'ils ont montré une vraie force de caractère. Au-delà de ça, ils avaient été menés 2-0 sur cette rencontre, mais au final, ils ont pu faire une remontada. Et des matchs comme ça sont fondateurs. Sont fondateurs dans l'esprit de conquête, ils sont fondateurs dans la vie du groupe, dans l'unité et la force de l'équipe, mais ils sont aussi fondateurs sur la confiance que ça peut dissimuler au sein du peuple sénégalais et de tous les férus du football. Ils ont fait déjouer en tout cas tous ces Exactement. pièges. Et ça fait partie du football. On peut rencontrer ça et là, beaucoup d'adversités, des petits coups bas. C'est pas méchant tant qu'il n'y a pas mort d'homme, tant qu'il n'y a pas agression physique et tout. C'est dans l'esprit du football. Et surtout particulièrement en Afrique, c'est des choses qui existent. Si ça reste dans le cadre du football. Si ça reste, c'est ce que j'ai dit. Si c'est pas méchant, ça reste dans le cadre du football. Et c'est là aussi où les dirigeants sont importants. Dans leur capacité d'anticipation, dans leur capacité de prévention, mais dans leur capacité... Vous avez été à la RDC. Oui, j'étais là-bas. Mais tu as vu là où on a cantonné notre... Oui, parce qu'il y a eu un problème d'organisation. Toutes les places qui étaient censées être réservées pour la délégation sénégalaise ont été prises en amont par des Congolais qui étaient venus alors qu'ils ne devaient pas s'asseoir. Le problème, c'est que dans les tribunes, et il faut aussi quand même leur donner ces circonstances atténuantes. Le Congo n'avait plus organisé de match de cette dimension depuis plusieurs années. Moi, je parle de la CAF. Oui, non, je parle pas du Congo. Non, mais c'est le Congo. Sur ces compétitions-là, c'est la FIFA qui avait la main, parce que c'était les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais c'est l'association membre locale qui s'occupe de toutes les questions d'organisation. Donc, c'était beaucoup plus une question d'organisation que quelque chose de méchamment orchestré ou fait. Je ne le pense pas. La preuve, malgré cela, on les a croisés à la CAN au Maroc, sans aucune animosité, dans un esprit très fair-play. Et mieux aujourd'hui, dans la situation qu'on est, il y a beaucoup de messages de soutien qui viennent du Congo et qui accompagnent et qui soutiennent le Sénégal. Parce que tout le monde ne peut pas, personne ne peut cautionner les injustices qui sont flagrantes de ce point de vue. Et donc je pense que malgré l'adversité qu'on a pu avoir avec le Congo aujourd'hui, ils sont de notre côté, ils nous soutiennent. Et le Sénégal aussi soutient, mais à 100%, toutes les sélections africaines qui participeront à la Coupe du Monde. Parce que ce sont des ambassadeurs de notre continent. Leurs performances en Coupe du Monde vont contribuer à faire respecter l'image de l'Afrique, à faire respecter le football africain à l'échelle mondiale. Alors, une dernière question, c'est par rapport à la perspective aujourd'hui, par rapport à la CAF en tant que confédération
quelle attitude doit-elle adopter pour les échéances futures? Déjà, il faut retourner aux fondamentaux. Oui. Les fondamentaux, c'est de donner la même place, la même importance, le même traitement à l'ensemble des 54 membres de la Confédération africaine de football. Ça, c'est la première chose. La deuxième, d'être beaucoup plus regardant sur le choix des personnes qui vont défendre ou protéger notre football à travers les commissions indépendantes. La commission le jury d'appel, la commission disciplinaire et la commission d'audit de compliance de la Confédération africaine de football. Mais c'est surtout aussi tendre vers l'apport de nouveaux visages, de nouveaux sangs dans la gestion de notre football, particulièrement des footballeurs, des anciens footballeurs. C'est important. Parce que je pense qu'ils ne sont pas assez bien représentés dans les instances du football. On les fait à ce jour jouer beaucoup de rôles d'ambassadeurs, mais c'est aussi le rôle de nos anciens footballeurs d'aller s'investir dans le pays respectif à la base pour essayer d'atteindre le sommet. Parce que la rupture qui est amorcée doit aussi concerner la tête de la CAF. Et le plus bel exemple est celui de Samuel Eto'o-Fils, éminent footballeur sénégalais, africain, camerounais, aujourd'hui président de sa fédération et membre du comité exécutif de la FIFA. Avant lui, il y avait eu Kalou Chaboualia. Et donc il faut qu'on en ait de plusieurs Samuel Eto'o à tous les niveaux, qu'on ait les meilleurs fils du continent, ceux qui aiment le football, qui ont servi le football à tous les niveaux qu'ils soient et qui sont assez intègres. La CAF aux footballeurs, oui, mais également la CAF aux personnes compétentes, aux personnes intègres, aux personnes qui sont assez courageuses pour pouvoir faire face à toutes les vagues qui pourraient attaquer la CAF en tant qu'institution. Aliou Goloko, merci. C'est moi qui vous remercie. Journaliste chevronné qui connaît très bien l'espace footballistique national, africain et mondial. Ça a été une fois un plaisir de vous accueillir à cette émission. Et le dernier mot concernant justement le concert du 28 et ce match amical contre le Pérou, vous y serez certainement? Oui, je pense que j'y serai et ça va être un moment de célébration, un moment de communion entre le Sénégal et sa diaspora. Et parce que moi j'ai l'habitude pour dire que l'Afrique est divisée en 6 parties et la diaspora c'est la 6e partie de notre continent. Au-delà des 5 régions nord, centre, est, ouest et sud, la 6e région du continent, c'est la diaspora. Et donc, ça va être un excellent moment de communion entre le Sénégal, l'équipe du Sénégal championne d'Afrique, et la diaspora sénégalaise. Et un fort moment pour démontrer que cette coupe est la nôtre. Exactement, la nôtre. Donc, je vais convier nos compatriotes, nos frères africains qui ont été heureux de voir le Sénégal brandir ce trophée, à être au Stade de France le 28 pour assister à ce magnifique spectacle qui vont être assurés par 2 éminents fils du Sénégal également en termes de spectacle, c'est-à-dire Youssou N'Dour et Bouba. Peut-être qu'on devrait rajouter Baba Mal, vu également son profil et la faute communautaire pour la reine en Europe. Parfait. Merci Bayama. Et merci encore à une vous. fois. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité, une autre émission, mais sur la même fréquence, la 98.5. Dans un moment, place à El Hadji Malick Ndiaye et son invité Malick, votre ami. Tout à fait, mon ami Malick, que je salue au passage, et tonton Pape Dia. Pape Dia également. Merci à vous de nous avoir suivis. Dimanche prochain, au revoir, 98.5. Vous y êtes, vous y restez. Un grand bravo et big up à l'équipe digitale. Et bonne fête également aux musulmans, mais également une bonne continuité pour nos amis chrétiens. Merci beaucoup. Merci pour un Sénégal uni et qui gagne. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé